Bonjour et bienvenue à ce deuxième cours de WordPress. Aujourd'hui, nous allons voir le site sur lequel nous travaillerons, qui est le site de Burgerman, et nous verrons comment installer WordPress sur un serveur local. Alors, nous allons travailler en mode gestion de projet, donc de la même manière que travaillent les agences de communication, et nous allons travailler sur le site de Burgerman. Burgerman est un restaurant de burgers à forte personnalité situé à Paris. Nous réaliserons le site vitrine du restaurant. Premièrement, nous allons parler de cahier des charges. Un cahier des charges, régulièrement appelé CDC, est un document PDF ou Word qui permet d'expliquer toutes les spécificités, les attentes et les contraintes d'un projet aux freelances ou aux agences. En d'autres termes, un cahier des charges est un élément essentiel de la conception d'un projet web. Par exemple, le cahier des charges pour un site internet va établir une description fonctionnelle des différents éléments pour que les différentes parties prenantes du projet soient sur la même longueur d'onde. Exemple de cahier des charges à télécharger. Vous avez par exemple le cahier des charges que vous pouvez trouver sur codeur.com que je vous invite à aller voir en cliquant sur le lien ci-dessous. Alors, voyons quels sont les éléments importants dans le cahier des charges. Vous aurez notamment le type de site. Est-ce que c'est un site vitrine? Est-ce que c'est un site marchand? Est-ce que c'est un site événementiel? Le nom de domaine. Burgerman.fr, burgerman.com, burgerman.resto. Les fonctionnalités. Par fonctionnalité, on va entendre les fonctionnalités dynamiques. Est-ce qu'il faut un formulaire de contact? Est-ce qu'il faut un espace membre? Est-ce qu'il faut de la vente de produits, etc. L'arborescence des pages et articles. Le nombre de pages et d'articles, la manière dont ces pages et ces articles vont être liés entre eux, etc. La charte graphique est également importante. Si l'entreprise dispose d'une charte graphique, il faudra bien entendu la décliner dans le web design. Si ce n'est pas le cas, il faudra donc créer un web design. La maintenance, car un site WordPress va nécessiter du temps de maintenance, ne serait-ce que pour mettre à jour les contenus et mettre à jour les plugins et les extensions, ainsi que les versions de WordPress à travers le temps. Voyons un bref cahier des charges de Burgerman. Donc ici, nous serons sur un site internet vitrine pour un restaurant qui s'appelle Burgerman. Le nom de domaine sera burgerman.fr. Le site sera responsive. Il faudra qu'il s'adapte sur ordinateur, tablette et mobile. Les fonctionnalités dynamiques seront un constructeur de page pour faciliter le web design, les réseaux sociaux qui seront fictifs, je tiens à le préciser, le formulaire de contact, la sauvegarde et la protection du site. Voyons maintenant le nombre de pages et leur nom. Le site Burgerman comptera les pages d'accueil, la page à propos, la page carte qui aura des enfants, parmi lesquels nos burgermen, nos desserts, nos boissons. La page contact, presse, news et mention légale. Voyons maintenant les articles de ce site. Le site Burgerman comptera les articles Darvador Burger, Geek Burger, Geisha Burger, Vegan Burger et Burgerman au Transmusical de Rennes. Maintenant, voyons l'arborescence du site. Nous allons voir comment les pages vont communiquer entre elles. Comme vous l'aurez compris, la page d'accueil est la première page du site. Donc de cette page, il faudra qu'on puisse accéder à toutes les autres pages. Ici, je peux voir que la page d'accueil permet d'accéder à la page à propos, la page carte, la page presse, la page news, la page contact et la page mention légale.
De la même manière, la page à propos va permettre de communiquer avec la page carte, presse, news, contact, mention. Dans la page carte, je vais avoir des enfants qui sont la page Nos Burger Men, la page Nos Desserts et la page Nos Boissons. Il faut bien faire la différence entre les pages et les articles. Les pages ont du contenu constant. Elles définissent l'identité et l'activité de l'entreprise. Elles sont donc accessibles depuis le menu principal, haut, et souvent, sur certains sites, dans le footer ou pied de page qui est en bas. Ici, en nombre, nous aurons 10 pages, dont 3 pages enfants de cartes, nos burgermen, desserts et boissons. Cette information est importante pour bien comprendre la hiérarchisation du contenu. Enfin, les articles. Les articles ont du contenu ponctuel, correspondant à une actualité ou un événement. Et très souvent, les articles vont être liés à une date, ce qui en fait du contenu ponctuel. Les articles peuvent être classés par catégorie. Articles, actualité, événements, récompenses, burgers à forte personnalité. Les articles peuvent également avoir des étiquettes, ou des mots-clés, ou des tags. Ici, nous aurons 5 articles. Très bien, nous avons vu le cahier des charges du site. Maintenant, nous allons travailler sur le serveur. Il faut savoir une chose, c'est que pour créer un site internet WordPress, vous aurez besoin d'avoir un environnement de travail. Et l'environnement de travail pour un WordPress est soit un serveur local, c'est-à-dire un serveur qui est hébergé sur votre ordinateur et qui n'est accessible que depuis votre ordinateur, ou un serveur web qui est hébergé chez un hébergeur web sur Internet et qui va du coup être accessible via Internet depuis tous les ordinateurs. Ici, la manière la plus simple de procéder est de travailler sur un serveur local qui va être hébergé sur notre ordinateur et donc il ne sera accessible que depuis notre ordinateur. Si vous rentrez chez vous, vous n'aurez pas accès à ce site internet. Cela vous permettra de voir comment travaille un serveur local et retrouver les fonctionnalités, vous mettre à l'aise avec ces fonctionnalités avant de mettre le site terminé sur un serveur web. Ici, je vous propose de voir le serveur local MAMP, qui est le leader du secteur. Vous pouvez cliquer sur le lien. Ce lien vous amène vers le site officiel de MAMP, où vous pouvez télécharger MAMP. Donc, vous cliquez sur Free Download et ici, vous allez choisir votre version d'ordinateur. Alors ici, si vous êtes sur Mac, vous allez choisir MAMP et MAMP Pro pour Mac, ici. Si vous êtes sur un PC, vous allez choisir MAMP et MAMP Pro pour Windows. Vous téléchargez et je vais vous montrer rapidement quelles sont les étapes d'installation. Premièrement, une fois que vous avez téléchargé, dans votre fenêtre téléchargement, vous aurez un fichier package, si vous êtes sur Mac, et un fichier exe si vous êtes sur PC. Il vous suffit de double-cliquer sur ce fichier pour lancer la procédure d'installation. Donc vous accéderez à cette fenêtre. Oh, pardon, désolé, j'ai une souris qui est un peu sensible. Ici, du coup, vous lancez le programme d'installation et il vous faudra valider chaque process de l'installation. Donc ici, vous allez juste cliquer sur continuer. Ici, dans les informations importantes, on vous expliquera que MAMP Pro va être constitué de dossiers et que si
il y a une détection de problème à l'installation, vous serez informé. OK, vous continuez tout simplement, clique sur continuer. Ensuite, vous aurez accès au contrat de licence où vous pourrez choisir la langue. Donc vous aurez le choix entre English et Deutsch, hein. Donc je vous conseille de prendre English. Ensuite, ici, il faudra bien entendu continuer et accepter les termes du contrat. Enfin, vous arrivez sur la destination, c'est-à-dire l'application, l'endroit où MAMP sera installé sur votre ordinateur. Donc sur Mac, généralement, il va vous le mettre sur le Macintosh HD et vous pourrez retrouver le logiciel dans vos applications comme tous les autres logiciels. Donc ici, vous continuez tout simplement. Donc à chaque fois, on fait continuer, continuer. Et ensuite, une fois que tout est validé, on vous explique que MAMP occupera 1,42 Go d'espace sur l'ordinateur. Et si tout est bon, vous faites juste installer. Alors, le programme d'installation vous demandera de valider vos identifiants. Par identifiant, on entend l'identifiant de l'administrateur de l'ordinateur, donc nom d'utilisateur et mot de passe. Vous seuls les connaissez. Vous remplissez les informations et vous installez le logiciel. Lorsque l'installation est réussie, vous avez un bravo et un check vert et il vous suffira de fermer et vous pourrez accéder à l'application. Alors, une fois que c'est installé, je vous propose de voir comment comment travailler avec MAMP. Donc, premièrement, nous allons lancer MAMP. Ici, pour le retrouver, tout simplement, je vais aller dans le Finder et je vais aller dans l'application. Dans l'application, vous aurez accès à tous les logiciels installés sur votre ordinateur. Donc ici, je descends et je tombe sur MAMP. Alors, nous allons utiliser MAMP et pas MAMP Pro, car MAMP est la version gratuite et MAMP Pro est la version payante. Dans MAMP, nous irons dans le dossier htdocs. Dans ce dossier, nous retrouverons tous les sites et nous allons surtout nous intéresser au logiciel qui est ici, MAMP, et que nous allons double-cliquer. Alors, je vais fermer un peu de fenêtres. Pour que ce soit un petit peu plus clair. Hop. Donc, lorsque vous lancez MAMP, vous vous retrouvez avec cette fenêtre. Dans cette fenêtre, une chose très importante concerne les serveurs. Pensez bien à cliquer sur Start Server pour démarrer les serveurs. Il faut bien comprendre qu'un serveur local est constitué de deux serveurs, notamment un serveur Apache et un serveur MySQL qui va permettre d'émuler les mêmes fonctionnalités qu'un serveur web. Une fois que vos serveurs sont lancés et que votre serveur fonctionne, vous aurez un petit bouton vert pour Apache et MySQL. Alors, pour certains, vous aurez également le cloud, mais là, c'est pour la version pro. Ici, très important, pour accéder à la page d'accueil de votre serveur, il faudra cliquer sur Open Web Start Page s'il ne s'ouvre pas par défaut. Ici, nous sommes sur la page de notre hébergeur. Nous sommes sur la page de notre hébergeur. Nous aurons donc accès à des informations très importantes. Premièrement, notre hébergeur, c'est MAMP. Et la version de MAMP que nous utilisons, c'est la version 5.5. Ensuite, nous avons des informations très importantes. Ici, le start, c'est pour démarrer le serveur. Donc, on voit bien qu'il est en bold, qu'il est en gras. Donc, ça veut dire que nos serveurs sont démarrés et que tout est en place pour qu'on puisse travailler. Dans My Website, je vais pouvoir retrouver tous les sites et accéder à tous les sites que j'ai sur mon serveur. Ensuite, dans Tools, je vais avoir des informations
et surtout l'accès à des outils pour gérer, par exemple, une base de données, ce qui est obligatoire pour un site WordPress. Ensuite, je vais avoir dans MAMP Website un lien vers MAMP et les informations et les services proposés pour MAMP Pro notamment. Si je descends dans la page, je vais avoir d'autres informations très importantes. Ici, par exemple, je vais avoir accès à la version de PHP et toutes les informations de PHP, ce qui est très important puisque WordPress a besoin de PHP comme langage de programmation et utilise PHP comme langage de programmation. Donc ici, je peux voir que ma version de PHP, c'est la 7.3.8 et j'ai d'autres informations. Ensuite, je vais avoir des informations importantes sur le serveur MySQL. Le serveur MySQL va être administré par l'outil phpMyAdmin, qui est un des outils libres les plus utilisés par les serveurs. Vous le retrouverez dans des serveurs locaux comme MAMP, mais vous le retrouverez également dans des serveurs web chez des hébergeurs comme OVH, cPanel, etc. Ici, on nous explique que pour se connecter à MySQL Server avec nos scripts, il faudra utiliser les paramètres de connexion suivants. L'hôte devra être localhost, le port devra être 88.89. Alors le port est facultatif. Des fois, ça va être 88.89 ou 88.88 sur un Mac. Et sur un PC, ça va être par exemple du 33.33, 33.36 sur un PC. C'est facultatif. Le user, donc l'utilisateur, va être root pour racine. Et le mot de passe, password, va être root, toujours pour racine. Les informations importantes à garder ici sont l'host, localhost, et le user root, ainsi que password root. Alors ça, je vous demande vraiment de le garder en mémoire car on en aura besoin tout à l'heure. Très bien. Alors, on va revenir à... On va revenir à notre... Ah, j'ai dû le fermer. On va revenir à notre cours. Donc, nous avons vu une présentation de MAMP. Ici, comme je vous le disais, les informations importantes à conserver sont l'host, localhost, le user root et le password root, ainsi que la version de PHP. Alors, maintenant, nous allons créer le dossier de notre site internet. Avant cela, nous allons faire un peu de théorie avec MAMP, l'index et l'htdocs. Vous avez dû voir que lorsque nous allons dans My Website, nous avons une page index off. Pourquoi avons-nous une page index off? Il faut savoir que l'index est généralement le premier élément à la racine d'un site internet, lu par le navigateur de l'internaute, par exemple. En général, et si aucun nom de fichier n'est spécifié dans la requête, c'est une page de nom index.html qui sera affichée par le navigateur, donc qui sera la page d'accueil du site internet. Généralement, la première page d'un site ou page d'accueil va s'appeler index.html, index.php, etc. Pour créer un nouveau site dans le serveur local, nous allons ouvrir le Finder. Premièrement, je vais aller dans le Finder. J'ouvre une fenêtre du Finder. Dans cette fenêtre du Finder, je vais aller dans Applications. J'ai besoin d'accéder à mon serveur local, donc à mon serveur MAMP. Je rentre dans mon serveur local. Dans mon serveur local, j'aurai un dossier qui s'appelle htdocs. Le htdocs
correspond au HTTPS d'un serveur web. Comprenez par HTDocs hypertransfert et qui est le même hypertransfert que hypertext transfert protocol. Donc ici, dans HTDocs, je peux créer un nouveau dossier que je vais appeler Burgerman. Et ce nouveau dossier va être mon nouveau site. Alors, premièrement, je crée le dossier dans le dossier HTDocs, puis je retourne sur ma page website que je vais réactualiser avec commande R ou CTRL R. Dès que je l'ai réactualisé, je vois mon dossier Burgerman apparaître. Je vais cliquer dessus. Et maintenant, on me dit Index of Burgerman. Donc là, je suis à la racine du site Burgerman. Pour l'instant, c'est vide, mais c'est normal, car si je regarde bien à l'intérieur, mon dossier est vide. Mais je peux déjà voir en haut, dans l'adresse URL, que j'ai bien localhost. Rappelez-vous, localhost, c'est notre hôte. J'ai bien le port 8888 et j'ai bien le nom de dossier Burgerman. Donc ici, nous avons fait la première étape de création du site internet. C'est très bien, nous allons continuer. Alors, maintenant, nous allons retourner dans notre serveur et nous allons utiliser l'outil PHP pour créer une base de données. Pour cela, je retourne d'abord dans le navigateur et je retourne dans ma page Web Start. Dans ma page Web Start, j'ai déjà vu que dans My Website, j'accède à mes sites internet. Et dans Tools, je vais pouvoir accéder aux informations PHP et à l'outil de création de base de données PHP-MyAdmin. Donc je clique sur PHP-MyAdmin et cela me donne cette interface. Alors je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Ici du coup, cet outil qui peut avoir l'air un peu barbare va vous permettre de créer une base de données. Et cette base de données va stocker toutes les informations de tables, de médias, de pages, d'articles, de liens de votre site WordPress. Pour cela, vous pouvez cliquer sur New, donc Nouveau, pour créer une nouvelle base de données. Ici, du coup, nous allons créer une nouvelle base de données. Notre base de données, nous allons l'appeler CMA-WP. Donc CMA pour WP pour WordPress. Et en interclassement, l'interclassement, c'est l'encodage de caractères. Nous allons utiliser la norme UTF-8 générale CI. Puis nous allons créer. Alors, je vous propose d'y aller. Ici, je vais tout juste taper le nom, CMA-WP. Et je suis déjà en UTF-8 générale CI, qui est la norme d'encodage de caractères la plus utilisée actuellement, partout dans le monde. Et je vais juste cliquer sur Create. Et voilà, maintenant je peux voir que j'ai bien une nouvelle base de données qui s'appelle CMAWP. Et si je clique dessus, je suis dedans. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas de table. Donc on me dit No tables found in database. Donc maintenant, ma base de données est créée, elle est vierge, elle est prête à accueillir toutes les données de mon site WordPress. Alors maintenant, nous allons parler de WordPress. Nous avons un serveur local, nous avons créé le dossier du site internet, nous avons créé une base de données, et bien maintenant il ne manque plus que WordPress. Donc je vous invite à aller sur le site de WordPress en cliquant sur le lien, puis à télécharger la dernière version stable de WordPress, et puis on décompressera le dossier. On y va. Donc premièrement, je clique sur le lien, j'autorise.
Et j'arrive sur le site officiel de WordPress. Alors ici, attention à une chose, ne confondez pas l'URL, vous devez aller sur le site fr.wordpress.org. Sur ce site, du coup, j'ai la présentation de WordPress et avec le bouton « Obtenir WordPress » que je clique, on m'explique que WordPress est le logiciel qui propulse 38% du web. Et ici, j'ai un lien pour télécharger WordPress version 5.5.1. Alors bien entendu, nous l'avons dit tout à l'heure, les versions de WordPress varient énormément en une journée, en une année, pardon. Vous aurez la possibilité de télécharger plusieurs versions de WordPress. Donc ici, je vous propose de cliquer sur le bouton télécharger WordPress 5.5.1 et vous aurez ce superbe message « Hurrah, vous êtes en bon chemin avec la dernière version de WordPress ». Ici, vous aurez des liens pour débuter sur la documentation et les forums d'entraide. Ensuite, si vous voulez rencontrer d'autres personnes amoureuses de WordPress, vous pouvez participer au Meetup WordPress ou alors un WordCamp. Et pour soutenir l'apprentissage de WordPress et du logiciel open source, vous pouvez faire un don à la fondation WordPress. Pendant ce temps-là, normalement, vous aurez votre fichier qui sera téléchargé. Donc, une fois qu'il est téléchargé, nous retournons dans le Finder. Alors ici, pour que ce soit plus clair, je vais juste réduire un peu toutes les fenêtres pour se concentrer sur l'essentiel. Alors, ici du coup, je vais aller dans mes téléchargements. Dans mes téléchargements, je vois bien que j'ai un fichier WordPress 5.5.1 zippé que je vais dézipper en double-cliquant dessus. Ici, du coup, cela me donne un dossier WordPress. Je rentre à l'intérieur du dossier WordPress et je peux voir que le dossier WordPress est composé de tous ces fichiers et dossiers. Alors là, ça vous permet de voir à quel point WordPress est complexe. Donc vous avez des fichiers, des dossiers constitués de fichiers CSS, etc., de fichiers PHP, etc., etc., etc. Donc voilà. Ici, ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être de copier tous les éléments présents dans ce dossier et de les coller dans mon dossier Burgerman qui se trouve dans htdocs MAMP. Ce que je vous propose de faire, c'est d'avoir une première fenêtre qui est celle-ci, avec le dossier WordPress, et de créer une deuxième fenêtre où on va aller dans le serveur. Donc, pour que ce soit encore plus simple, je vais mettre cette fenêtre en premier, donc la fenêtre de téléchargement où j'ai le dossier WordPress en premier, et dans la deuxième fenêtre, je vais aller dans Applications, MAMP, htdocs, Burgerman. Donc, ici, je vais prendre tout le contenu de mon dossier WordPress. Pour cela, je peux utiliser le raccourci clavier Commande A pour tout sélectionner. Si vous êtes sur Mac, si vous êtes sur PC, vous ferez juste CTRL A. Donc ici, je sélectionne tous les fichiers et les dossiers. Je fais un copier, commande C pour copier. Puis je vais dans mon dossier Burgerman htdocs MAMP. Et maintenant, je vais faire un coller, commande V. Voilà, donc pour l'instant, j'ai bien copié-collé tout WordPress
dans mon dossier Burgerman qui se trouve sur mon serveur local. Donc, normalement, si je retourne sur mon serveur local, je dois avoir accès au moins à une page d'accueil d'installation. C'est le moment de vérité. Donc on y va, on va retourner dans le navigateur. Cette fois-ci, je retourne dans My Website et je vais cliquer sur mon dossier Burgerman. Et là, vous voyez que ça travaille et normalement, si vous avez bien travaillé, vous devez avoir cette page WordPress qui vous dit bienvenue sur WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Il va vous falloir réunir les informations suivantes pour continuer. Le nom de la base de données, alors ça on connaît. On a même une fenêtre à côté, on sait que son nom c'est CMAWP. Le nom d'utilisateur MySQL. Ah, vous vous rappelez? Le mot de passe de l'utilisateur et l'hôte de la base de données. Ces informations, nous les avons ici. Donc ici, nous pouvons voir que l'hôte, c'est localhost, que le user, c'est root, et que le password, c'est root. Donc c'est bon, nous avons toutes les informations. Nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. C'est parti! Ici, le nom de la base de données, je vais mettre CMAWP. Donc, je vais vraiment respecter le nom de la base de données que j'ai créé. Ici, l'utilisateur, c'est root. Le mot de passe, c'est root. Et l'adresse de la base de données, ce sera localhost, car c'est ce qui correspond à l'hôte. Le préfixe des tables, alors vous pouvez laisser le WP, mais comme WordPress est très piraté, je vous recommande de mettre un préfixe différent. Ici, par exemple, je vais vous proposer de mettre un préfixe BM pour Burgerman. Donc BM. Envoyer. C'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Préparez-vous, il est maintenant temps de lancer l'installation. On clique. Et maintenant, on va mettre le titre du site. Alors, le titre de notre site, ce sera Burgerman. L'identifiant, alors je vous propose de mettre un identifiant qui soit quand même différent du titre du site. Moi, je vais mettre Thorsten_Mou. Le mot de passe. Alors, pour le mot de passe, je vous propose de créer un mot de passe compliqué, difficile, toujours pour des raisons de sécurité. La meilleure méthode, c'est de créer un mot de passe qui est constitué de lettres et de chiffres, majuscules, minuscules et de caractères spéciaux. Et très important, il faudra bien entendu sauvegarder ce mot de passe difficile avant de l'enregistrer, car si vous ne l'enregistrez pas et que vous ne vous en rappelez pas, ce qui est totalement humain, nous ne sommes pas des robots, et ben vous ne pourrez pas accéder à votre site WordPress. Donc, avant toute chose, je vous recommande d'ouvrir un logiciel de traitement de texte ou un logiciel d'édition de texte. Ici, nous utilisons TextEdit, qui est très bien. C'est un petit fichier texte, voilà, que nous allons créer. Dans ce petit fichier texte, nous allons mettre premièrement les informations sur le site. Donc ici, je vais mettre Burgerman, site, information, administration, par exemple. Je vais le faire assez gros pour que vous puissiez voir. Alors, premièrement, je vais rajouter les informations sur la base de données. Alors, il faut savoir que la base de données, vous pouvez l'appeler base de données, mais très souvent nous l'abrégerons par BDD. Alors, ici, la base de données, premièrement, son nom, c'était CMAWP. Alors, si vous faites camp,
vous revenez en arrière. Ensuite, le user, c'était root. Le password, c'était root. Et l'host, c'était localhost. Ensuite, on va rentrer dans le site internet. Alors, pour le site internet, premièrement, l'identifiant, ici, chez moi, c'est Thurston. Bien entendu, ne copiez pas ce que je fais. Donnez-vous un identifiant différent de celui que j'utilise. Identifiant Thurston, le mot de passe. Pour le mot de passe, je vous invite à ne pas utiliser le nom du site, à ne pas utiliser votre identifiant, mais vraiment à utiliser une succession de chiffres et de lettres, de caractères spéciaux, majuscules, minuscules, complexes. Vous pouvez vous aider en transformant des lettres en chiffres, si par exemple vous voulez avoir un moyen mnémotechnique, etc. Alors, ici, donc on a dit qu'il faut des lettres en majuscules, des lettres en minuscules, des caractères spéciaux, des chiffres. Ok, alors ici par exemple j'ai créé ceci, donc je copie et à la place du mot de passe, je le colle. Et là tout de suite vous voyez, je suis passée d'un mot de passe faible à un mot de passe fort. Ça c'est très important, c'est pour la sécurité de votre site internet, pour le rendre difficilement hackable et attaquable. Alors ici, vous devrez mettre une adresse mail valide. Et ici, vous pourrez par exemple demander au moteur de recherche de ne pas indexer votre site internet. Attention à cette case, si vous la cochez ici, lors de la mise en ligne du site sur un serveur web, il faudra bien entendu penser à aller décocher cette case. Donc, par sécurité, moi je vous recommande de ne pas la cocher pour l'instant, comme ça vous êtes tranquille si vous oubliez de la décocher au moment de la mise en ligne du site. Alors, ici, je vais quand même copier aussi le mail. Et ce fichier-là, je vais l'enregistrer dans mes documents. Je vais l'enregistrer et je vais l'appeler Burgerman site info, par exemple. Voilà, maintenant qu'il est enregistré, je vais pouvoir cliquer sur Installer WordPress. Et là, vous voyez, il est en train de travailler. On va attendre que la magie opère. Quel succès! WordPress est installé, merci, profitez bien. Alors ici, on nous rappelle notre identifiant Thurston et mot de passe, le mot de passe que vous avez choisi. Ici, du coup, je peux cliquer se connecter pour me connecter. Donc, je devrais mettre mon identifiant Thurston et mon mot de passe. Alors là, si vous ne l'avez pas sauvegardé, bon courage! Vous voyez l'intérêt de sauvegarder le mot de passe avant de faire quoi que ce soit. Donc ici, je le copie tout simplement et je le colle et se connecter. Donc voilà, nous avons bien installé WordPress. Là, nous sommes dans le back-office, c'est-à-dire l'arrière-cour, l'arrière-cuisine. Si vous voulez voir à quoi ressemble votre site, vous pouvez aller en haut pour voir Burgerman, aller sur le site.
Et voilà, c'est mon site Burgerman, un site utilisant WordPress. Pour l'instant, il y a du contenu généré par défaut, mais nous venons quand même de créer un site WordPress. Une fois que vous avez créé votre site WordPress, je vous recommande fortement de revoir un petit peu l'interface pour être à l'aise avec et avoir vos premiers repères. Alors, je vous propose d'y aller. Premièrement, lorsque vous arrivez par défaut dans votre back-office, vous arrivez dans le tableau de bord. Le tableau de bord est très important car il vous permet d'accéder rapidement aux fonctionnalités principales de votre back-office. Donc, premièrement, vous avez la possibilité d'aller personnaliser votre site en termes de web design, en termes de thème. Vous avez la possibilité d'écrire votre premier article. Vous avez la possibilité d'ajouter une page à propos, de mettre en place votre page d'accueil, d'afficher votre site de la même manière que vous avez pu le faire avec aller sur le site. Vous pouvez gérer les widgets, gérer les menus, activer ou désactiver les commentaires, plus d'informations pour bien démarrer, etc. Ici, très important, vous avez par exemple des éléments comme l'état de santé du site. Vous pouvez créer un brouillon rapide de pages. Vous pouvez d'un coup d'œil voir combien de pages, combien d'articles, combien de commentaires vous avez, quelle est votre version de WordPress et quel est le thème utilisé par votre site WordPress. Donc c'est assez intéressant pour cela, le back-office. Vous avez également tout ce qui est commentaires, donc vous pouvez voir les commentaires récents. Ici, c'est un commentaire généré par défaut. Et ici, vous avez les derniers événements et nouveautés WordPress. Le menu le plus important, c'est le menu de navigation latérale. Ici, vous aurez par exemple l'accueil, toutes les mises à jour disponibles. Donc ici, vous les aurez en rouge. Ici, vous aurez les articles avec la possibilité de tous les consulter, d'en ajouter, de créer des catégories, des étiquettes, les médias, les pages, les commentaires, l'apparence, les extensions, les utilisateurs, les outils et les réglages. Très important, les réglages, nous n'en parlons pas assez. Je vous propose d'aller voir les réglages de notre site internet pour comprendre comment il va fonctionner. Donc on clique sur Réglages. Nous arrivons sur les réglages généraux. Dans les réglages généraux, on va retrouver le titre du site précédemment rempli, donc Burgerman. Ensuite, vous allez retrouver un slogan, un site utilisant WordPress. Ce slogan, vous allez le retrouver ici, un site utilisant WordPress sur le front office. Ce que je vais vous proposer, ça va être de le modifier tout de suite. Notre slogan sera le slogan de l'entreprise, à savoir Burger à forte personnalité. Ensuite, vous aurez l'adresse web de WordPress, donc qui va être http://localhost://8888burgerman, car on est sur un serveur local, rappelez-vous. Ici, l'adresse web de site URL, c'est la même adresse. L'adresse email d'administration, c'est l'adresse email que vous aurez renseignée. Le rôle par défaut Le rôle par défaut de tout nouvel utilisateur abonné. Alors, je vous recommande de le laisser par défaut abonné, parce que ne donnez pas beaucoup de rôle à un utilisateur si vous ne voulez pas avoir de problème de hacking sur votre site. Le langage du site français. Le fuseau horaire Paris. Le format de date ici que vous pouvez choisir, ça ne changera pas grand-chose. Ici, si vous ne voulez pas que ce soit tout en lettres, vous pouvez choisir un format tel que celui-ci, par exemple. Le format de l'heure, vous pouvez également le changer, ainsi. Et la semaine débute le lundi. Voilà. Et ensuite, pensez bien à enregistrer les modifications. Voilà. Ensuite, nous allons voir les réglages de l'écriture.
Alors, ici, vous aurez les options d'écriture. Vous pourrez choisir la catégorie par défaut des articles. Pour l'instant, nous n'avons que la catégorie non classée car nous n'avons pas créé de nouvelles catégories et nous n'avons pas créé de nouveaux articles. Donc par défaut, on va laisser à non classé. Le format par défaut des articles, alors vous avez la possibilité de laisser soit par défaut, soit en passant, soit en discussion, soit en galerie. Je vous recommande au début de laisser par défaut et ensuite, quand vous travaillerez sur le web design, vous pourrez venir changer ces éléments. Alors, vous avez la possibilité de publier par email sur WordPress. Pour cela, il faudra définir un compte de messagerie secret avec un accès POP. Attention, l'accès POP, vous n'en aurez que sur un serveur web. Il n'y a pas d'accès POP sur un serveur local, à moins de prendre un serveur local en version pro. Donc, vous pourrez avoir un serveur POP sur MAMP Pro, mais pas sur MAMP version gratuite. Donc ici, nous ne pourrons pas tester cette fonctionnalité. Mais si vous avez un serveur POP, ici, vous pourrez remplir les informations de serveur de messagerie, l'identifiant, le mot de passe et décider de publier vos articles ou vos pages par email. Ensuite, quand vous publiez un nouvel article, WordPress notifie automatiquement un service de mise à jour. Donc une explication se trouve sur la page Update Server. Et ça, vous pouvez y accéder via le Pingomatic. Donc ici, nous n'avons rien changé, donc il n'est pas nécessaire d'enregistrer les modifications. Nous allons directement dans Lecture. Ici, la page d'accueil affiche les derniers articles, à moins que vous souhaitiez avoir une page statique. Si vous souhaitez avoir une page statique, il faudra sélectionner la page statique. Alors nous, pour l'instant, on est d'accord qu'on n'a pas encore créé de contenu, on a juste installé WordPress. Donc pour l'instant, je vous recommande de laisser par défaut les derniers articles. Ici, vous pouvez décider, les pages du site doivent afficher au plus combien d'articles. Vous pouvez laisser par défaut aussi 10 articles. 10 éléments et dans chaque publication, vous pouvez décider soit d'avoir le texte complet, soit d'avoir l'extrait. Donc avoir par exemple le paragraphe d'introduction et la possibilité d'avoir un petit lien en savoir plus vers l'intégralité de l'article. Ici, nous n'avons pas apporté de modification, donc nous pouvons continuer vers les commentaires. Alors, attention, les commentaires. Ici, vous pouvez voir les réglages de publication par défaut. Vous pouvez tenter de notifier les sites liés depuis la publication. Vous pouvez autoriser les notifications de liens en provenance d'autres blogs, ping et rétro-liens sur les nouvelles publications. Personnellement, je vous recommanderais de décocher cette autorisation parce que vous verrez très vite que vous allez être spammé par des personnes qui vont essayer de vous polluer vos commentaires avec des liens commerciaux, etc. Ensuite, autoriser les commentaires sur les nouvelles publications. Je vous conseille également de décocher cette autorisation. Ensuite, l'auteur d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse de messagerie, ça c'est bien, vous gardez. Un utilisateur doit être inscrit et connecté pour publier des commentaires. Fermer automatiquement les commentaires pour les publications datant de plus de 14 jours. Afficher la case à cocher pour accepter les cookies sur les commentaires, ça c'est une obligation légale. Activer les commentaires imbriqués jusqu'à 5 niveaux. Alors, moi, ça me paraît beaucoup. Donc ici, vous pouvez mettre 3 niveaux, par exemple. Ou, comme on n'a rien pour l'instant, laissez 5 niveaux pour aller un petit peu plus loin. Diviser les commentaires en pages avec 50 commentaires de premier niveau. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui vont gérer, par exemple, des gros sites de publication, de contenu, etc. Ici, très important, m'envoyer un message lorsque un nouveau commentaire est publié, un commentaire est en attente de modération. Ensuite, avant la publication d'un commentaire, l'auteur d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé
et pensez bien à cocher le commentaire doit être approuvé manuellement. N'oubliez pas une chose en tant que, webmaster, vous êtes responsable juridiquement, des propos tenus sur votre site internet. Si vous avez des propos, outrageants, par exemple, vous serez légalement, juridiquement responsable de leur teneur. Donc, pensez bien à cela. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher des avatars visibles par tous et vous pouvez décider, quels sont les types d'avatars. Alors par défaut, je vous recommande bien entendu celui-ci qui est assez mystérieux, personne mystère, et d'enregistrer les modifications. Ensuite, nous allons dans les médias. Dans les médias, vous allez voir la taille des images. Donc ici, les tailles précisées ci-dessous déterminent les dimensions maximales en pixels. Je vous recommande de laisser par défaut ces éléments, sachant que vous allez les retravailler dans le thème, etc., dans le web design. Donc on va aller voir les permaliens. Alors les permaliens sont quand même importants. On va faire un peu de théorie concernant les permaliens. Les permaliens sont les adresses URL permanentes de vos articles ainsi que des catégories, archives et autres pages spéciales. Le permalien permet à un autre site de se référer au lien de l'un de vos articles ou de pointer vers votre article depuis un courriel. L'adresse URL de chaque article devrait être permanente et ne devrait jamais changer, d'où le terme de perma pour permanent, permalien. Alors, je vous propose de voir du coup nos permaliens. Alors, ici, vous avez la possibilité d'avoir un permalien avec juste l'id PHP de l'article. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir un permalien avec la date, ici 2020 10-01, donc 2020 octobre 1er. Exemple article. Donc ici, on aura le titre, donc les mots-clés qui correspondent au titre de l'article. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir le mois et le titre. Puis, vous avez la possibilité d'avoir les numériques. Puis, vous avez la possibilité d'avoir le titre de la publication. Alors, je vais vous poser une question. À votre avis, quel est le plus efficace en termes de référencement? Le plus efficace en termes de référencement, ça va être soit le date et titre, soit le mois et titre. Ça peut être aussi la structure personnalisée, car dans la structure personnalité, avec la structure personnalisée, vous allez pouvoir ajouter un code PHP pour mettre l'année, le mois, le numéro du mois, pardon, le jour, et puis le nom de la publication. Et ici, vous allez pouvoir ajouter d'autres éléments. Vous pouvez par exemple rajouter la minute, vous pouvez rajouter le post ID, la catégorie, l'auteur, etc. Par défaut, je vous recommande de rester sur date et titre qui est assez efficace et vous pouvez, si vous le souhaitez, spécifier une structure personnalisée pour les adresses web de vos étiquettes et de vos catégories. Par défaut, n'ayant aucun contenu, je vous recommande de laisser ces éléments tels quels. Enfin, nous allons terminer par les réglages de confidentialité. Et ici, nous allons parler de pages de politique de confidentialité. En tant que propriétaire du site, vous pourriez avoir besoin de suivre des réglementations nationales ou internationales en matière de confidentialité. Chez nous, en France, par exemple, on a une obligation sur un site vitrine d'avoir des pages mention légale déclinant l'identité du propriétaire du site, l'hébergeur, le développeur du site, ainsi que les droits et devoirs des internautes. Par défaut, WordPress intègre une page politique de confidentialité qui a un modèle pour vous servir à rédiger cette page mention légale. Vous pouvez soit utiliser cette page, soit en créer une nouvelle.
Alors, je vous propose de la laisser par défaut et je vous remercie car du coup, nous avons terminé avec, ce deuxième cours de WordPress et je vous dis à bientôt pour le prochain cours de WordPress.